on va parler d'une crise qui en cache une autre. Une crise qui en cache une autre, pourquoi? Eh bien, simplement, c'est pas une énigme, c'est parce que tout le monde a vu et tout le monde perçoit que la pandémie du coronavirus, cette pandémie montre bien qu'elle est en train de déclencher une crise extraordinaire, et que cette crise extraordinaire est beaucoup plus sévère que la crise de 2008, la dernière qu'on connaissait, et qu'on va s'expliquer là-dessus. Et pourquoi une crise en cache une autre? Parce qu'effectivement, avant que le coronavirus arrive, que la Covid, comme disent les scientifiques, avant que la Covid se déverse sur nos populations, eh bien, il y avait déjà une crise. Alors ça, nous le garderons pour la prochaine fois, si vous voulez bien, parce que ça devient un peu plus théorique, la question. Alors aujourd'hui, on va faire du simple, du direct, du concret, hein. Et je parlerai à partir d'un article de Michel Husson. Alors vous ne connaissez pas Michel Husson, c'est normal, c'est un économiste. C'est un gars qui est, bon, on pourrait dire qu'il est à gauche des économistes atterrés, quoi. Il en fait partie, mais enfin, il ne suit pas les économistes atterrés parce que ça l'énerve un peu, il a raison. Et il écrit dans un site qui est animé par des gens qui sont très proches de la Ligue communiste, la LCR. C'est un site un site internet qui est en Suisse, c'est À l'encontre. Et À l'encontre a une revue de presse qui est extrêmement bien faite. Et dans cette revue sur le net, écrivent au moins deux économistes qui sont vraiment des gens très intéressants. Donc Michel Husson, mais surtout François Chenet. C'est un vieux de la vieille, mais qui a beaucoup roulé sa bosse et qui est un gars qui a travaillé il y a une trentaine d'années déjà avec Suzanne de Brunoff. Alors, vous connaissez peut-être Suzanne de Brunoff, c'était une économiste qui était la fille de l'auteur de Babar. Hein, Babar, c'est l'éléphant. Mais au lieu de donner dans le Babar, elle a donné dans l'économie monétaire. Et Chenet a beaucoup travaillé avec elle, et puis ils sont restés copains. Et ensuite, Chenet, c'était un des grands spécialistes mondiaux des problèmes de la finance et de l'économie monétaire au XXe siècle, voilà, à la fin du XXe siècle. Michel Husson a commis un article très intéressant dans cette fameuse revue À l'encontre, le 15 mai dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours. Et donc, je me suis calé sur cet article pour faire l'exposé qui va venir. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? C'est très bizarre cette crise. C'est très bizarre parce que, en fait, du côté de la bourgeoisie, du côté des économistes libéraux, cette crise, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être. Alors, je vais vous faire une citation de Quatremer. Il dit « C'est dingue quand même, quand on y songe, plonger le monde dans la plus grave récession depuis la Seconde Guerre mondiale, pour une pandémie qui a tué pour l'instant moins de 100 000 personnes, sans parler de leur âge avancé, dans un monde de 7 milliards d'habitants. C'est complètement dingue. Et puis, 2 minutes plus tard, il lance encore un nouveau tweet, il dit « Je me demande quand on va revenir à la raison ». Alors, voilà, c'est un grand humaniste qui vous donne la leçon. Cette crise n'a pas lieu d'exister, n'a pas lieu d'être, parce que ça ne correspond à rien du tout. 100 000 morts, quoi, il y en a un peu plus quand même maintenant, mais ça c'était écrit au mois d'avril, hein, c'était pas écrit au mois de février. Donc, en pleine pandémie. Ouais, en pleine pandémie. Et fait par un type qui est responsable d'un journal qui a pignon sur rue, etc. Ah, excusez-moi, c'était pas dans les Échos, c'est dans 28 minutes. Dans Libération. Et moi je voulais commencer par là, pour vous dire à quel point, disons,
les tensions sociales qui sont provoquées par cette crise, déjà, dès le départ, sont absolument terribles. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité, on dirait que c'est une construction qui va se greffer sur la société et que cette construction, eh bien, il faut l'annihiler. Il faut l'annihiler et on va prendre des mesures d'ordre économique ou d'ordre disciplinaire pour empêcher que le problème se pose. Alors, je disais qu'une crise en cache une autre, et celle qui cache l'autre, eh bien, on va essayer d'en analyser, d'une part, les indicateurs, les manifestations, et puis ensuite, voir comment elle est considérée par les tenants du système, et comment elle pourrait être traitée. Bon, alors d'abord, il y a, du point de vue des symptômes, c'est l'arrêt du commerce mondial, et arrêt de l'économie mondiale. L'économie mondiale a vu 2 milliards 700 000 personnes arrêtées. 2 milliards 700 000. C'est plus des détails, c'est plus 100 millions ou 150 millions, c'est 2 milliards 700 000. Donc, à cause du confinement. Le commerce mondial s'est effondré à plus de 80%. Et le chômage, eh bien, par exemple, pour la France, pour vous donner des ordres de grandeur, en 1975, c'est le début du chômage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1971, il y a un fameux Giscard d'Estaing, 71-73, qui disait « Ah, vous allez voir ce que c'est que le chômage, vous allez voir ». À l'heure actuelle, on est à 8 millions, un peu plus de 8 millions. Oui, c'est-à-dire qu'on est pratiquement à 15% de la population active. Catégorie A. Et dans les années, à la fin des années 60, nous étions à 1% de taux de chômage, nous. Et aux États-Unis, on était à 0,5%. C'est-à-dire que finalement, il y en avait tellement peu qu'on ne les recensait même pas. Et qu'il n'y avait pas de service de recensement de chômage. Alors, les effets immédiats, eh ben, c'est chute de la production, c'est évident, je l'ai dit déjà, et la chute de la consommation. Et le problème, c'est que si vous faites chuter la production, mais en même temps vous faites chuter la consommation, ben, vous interrompez tout le circuit économique. C'est-à-dire que ce qui a été produit ou ce qui a été mis en stock ne peut pas être vendu, et ce qui a déjà été vendu ou qui a été consommé ne peut pas être renouvelé. Donc vous arrivez dans une économie de pénurie. Et l'économie de pénurie, ben, c'est une économie qu'aucun système libéral ne peut maîtriser. Parce que, disons que c'est une économie de marché qui est tellement tordue qu'on ne maîtrise pas l'équilibre des prix et des quantités. Bien. Alors, les indicateurs de la perte de PIB, produit intérieur brut. Alors, comment mesure-t-on le PIB? Je m'excuse, il faut le dire quand même. Le PIB, ce n'est pas une mesure arbitraire toujours. Parce que, voilà, dans les instituts statistiques nationaux, on a des panels, c'est-à-dire des tableaux de repères, et on a les consommations électriques, par exemple, pour l'industrie. On a les entrées et sorties de billets ou d'avoir de créances et de dettes à la Banque de France et dans les grandes banques. On a les quantités de voyageurs qui circulent dans les trains, on a des tas d'indicateurs, etc. On n'a pas seulement, si vous voulez, on ne mesure pas la production qui sort de chaque usine et tout ça. Et on a, par exemple, toutes les statistiques chaque semaine de tout ce qui se vend dans les hypermarchés, dans les grandes surfaces. Donc on sait comment la consommation évolue, on sait quelle est la grandeur du panier. Par exemple, le panier, c'est ce que vous achetez quand vous faites une entrée dans un passage en caisse.
Donc on mesure l'importance du panier, on mesure la structure du panier, on mesure la fréquence du panier, parce que maintenant tout le monde paye à 80%, les gens payent par carte, donc ils sont repérés. Et même je peux vous dire que pour l'anecdote, c'est qu'on a fait des études statistiques et les hypermarchés savent ce que vous allez acheter dans le supermarché avant que vous ayez mis les pieds dedans. C'est-à-dire que statistiquement, on sait que vous allez acheter tel produit, tel produit, tel produit. Donc c'est là-dessus qu'ils font leurs approvisionnements et c'est là-dessus qu'ils font la rentabilité, l'accroissement de la rentabilité de leur business. Bon bref, peu importe. Donc pour vous dire que le PIB, hein, alors en valeur absolue on ne sait pas ce que c'est le PIB. Hein, attention, mais en valeur relative on sait très bien. On sait très bien ce qu'on perd 1% ou on gagne 1%. Et tous les ministres des Finances marchent là-dessus, sur 1% de plus, 1% de moins. Alors, sur la crise, là, on a, en zone euro, moins 8%. C'est-à-dire depuis le mois de février. Et on voulait, en 2021, avoir plus 8%. C'est-à-dire que, faites attention, c'est que moins 8%, c'est sur la base du niveau auquel on est parvenu en février dernier, mais plus 8%, c'est sur la base du niveau qui a inclus les moins 8%. Donc plus 8%, ça ne rattrape pas moins 8%. C'est des différences qui s'enchaînent les unes par rapport aux autres et qui ont pour valeur de départ la valeur précédente, c'est-à-dire de l'année précédente. Donc, en France, c'est moins 8,5% et en Allemagne, moins 7%. Bien sûr, les Allemands sont meilleurs. Maintenant, on a, après avoir présenté, si vous voulez, les caractéristiques générales de la crise que tout le monde connaît quand même, mais c'était pour situer les ordres de grandeur, on a les indicateurs, les obstacles de reprise. La question de la durée, c'est une question centrale. Pourquoi c'est une question centrale? Parce que plus ça dure, et plus ça sera difficile de repartir. Donc, la question c'est quand est-ce que ça va repartir? Parce que plus on confine, plus on teste, plus on met de masques, et plus on met de conditions à l'exercice productif, à l'organisation de la production, et moins on produit, à coût constant. À coût constant. C'est-à-dire qu'on peut produire autant, mais il faudrait embaucher en supplément, mais il faudrait, en plus de ça, augmenter les prix des produits. Et bon, comme on est dans une économie, disons, où tout le monde est contre tout le monde, eh bien, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se produit? C'est que les perspectives de reprise en 2021 eh bien, sont extrêmement fantaisistes. Alors je vous donne quelques idées. C'est les idées du gouvernement, du patronat, des hommes politiques de droite, etc. C'est tout sur le thème « il faut que ça reprenne au plus vite », etc. Or, pour que ça reprenne au plus vite, pour que le business reprenne, sur le même mode, mais pas au niveau, bien évidemment, antérieur, eh bien, il faut couper, disons, la lutte contre la pandémie. C'est-à-dire qu'en fait, la politique du gouvernement au départ, qui était de dire on n'a pas besoin de masques, on n'a pas besoin de tests, c'était une politique qui visait à dire nous sommes dans une conjoncture qui est mauvaise, mais finalement, si vous faites attention, eh bien, dans 3 semaines, vous pourrez reprendre le boulot et il n'y aura pas de problème. Sauf que ça a complètement explosé et que d'un coup, on a eu plus de 1000 morts, 1500 morts par jour. Et là, c'était plus possible. Les gens refusaient d'aller au boulot. Ils disaient, mais on va aller au boulot et puis on va se faire avoir comme exactement comme ce qui se passait aux États-Unis. Vous savez qu'aux États-Unis, sur une compagnie de bus, par exemple, du côté de Chicago, 27% des chauffeurs de bus chopaient le coronavirus.
et que dans le sud, à Saint-Louis, c'est dans le Mississippi, Saint-Louis, Mississippi, les ramasseurs d'ordures ménagères, qui sont tous des Noirs évidemment, ont refusé, parce qu'il faut voir aux États-Unis comment les ordures ménagères, c'est pas comme ici, hein, c'est pas dans des sacs, etc. Les gens ils foutent tout ça sur le trottoir et puis vous vous démerdez. Hein. Les gens ont refusé de continuer à ramasser les ordures, et ben, parce qu'ils disaient si on ramasse les ordures, on va être payé $20 de l'heure. Et ils sont payés à $10 de l'heure. Alors, ils ont été tous licenciés, ils ont tous foutu dehors, et ils ont passé un deal avec les entreprises qui gèrent les prisons d'État, et ils donnaient $2 aux prisonniers pour faire le même boulot, et ça a très bien marché. Voilà, si vous voulez, c'est la guerre des classes, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Et plus on est au bas de l'échelle, et plus ça bastonne. Donc, obstacle à la reprise, eh ben, il y a la résistance des salariés. Et la résistance des salariés, elle impose, disons, la prise en compte des mesures de prophylactique. Alors, le premier problème pour la reprise, c'est l'interruption de ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Alors, tout le monde parle de la chaîne de valeur, mais personne ne sait ce que c'est exactement. La chaîne de valeur, c'est très simple. Vous prenez par exemple un paquet de purée mousseline. Non, c'est dégueulasse. Prenons pas. Prenons le litre de lait grand lait. C'est une centrale laitière qui est du côté de l'Auvergne, dans la Loire. Vous avez du lait qui est produit. Alors vous dites, bon, le lait c'est simple. Hein. On a des exploitants agricoles qui sont des éleveurs, qui vont fournir du lait tous les jours. Il y a un ramassage, un système de ramassage, etc. Sauf que pour ramasser le lait, il faut des camions. Ensuite, pour traiter le lait, il faut des cuves. Ensuite, il faut des bouteilles en plastique. Ensuite, il faut des étiquettes. Ensuite, il faut des codes barres. Ensuite, il faut un système informatique pour gérer l'ensemble des fabrications et l'ensemble des liaisons. Et bien, tout ça, c'est une chaîne de valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas le produit qui est mis en bouteille comme ça, comme vous feriez, il y a le bidon de lait, vous le mettez dans la bouteille et puis c'est le consommateur qui achète. Non, il y a toute une chaîne de production. Cette chaîne de production, elle est de plus en plus complexe parce qu'elle intègre de plus en plus de services. Et ces services, justement, vous ne les maîtrisez pas parce qu'ils sont produits ailleurs. Ils sont produits internationalement. Et lorsque vous avez le commerce mondial qui foire, eh bien, la chaîne de valeur est interrompue. Alors là, j'ai pris un produit extrêmement simple, hein, mais la poudre à mousseline, c'est déjà plus compliqué. Parce que les pommes de terre, elles viennent de Pologne, parce qu'il y a des additifs avec les pommes de terre qui viennent de Chine, parce qu'il y a du papier qui vient d'Asie du Sud, parce qu'il y a du carton qui vient d'eux, il y a des encres d'imprimerie qui viennent de Suisse, parce qu'il y a, etc., des produits informatiques, et tout ça fait le bénéfice de Nestlé. Et tout ça fait le bénéfice de Nestlé. Alors, la chaîne de valeur au point de départ, hein, c'est des paysans polonais qui sont payés des clopinettes, c'est bien évident. Du reste, les patates sont vraiment dégueulasses, mais à l'arrivée, c'est quoi? C'est des bénéfices pour Nestlé. Et tout ça, ça constitue la chaîne de valeur. Et qu'est-ce que fait Nestlé? Eh bien, Nestlé, il récupère la plus-value qui est contenue dans cette chaîne de valeur. C'est-à-dire de toute la valeur qui a été produite, mais qui ne sert absolument pas à reproduire la force de travail qui a produit la marchandise. Hein? Alors, on va dire, la valeur de la marchandise, hein, c'est la quantité, c'est la quantité de valeur qui a été produite
mais la quantité de valeur qui a été produite est beaucoup plus importante que la quantité de travail qu'il faudrait pour reconstituer cette force de travail qui a produit. Cette force de travail qui est collective, évidemment, qui est organisée. Bon, ça, si vous voulez, c'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est assez intuitif, finalement. Mais c'est assez intuitif. Enfin, pour moi, en tout cas. Et si c'est pas pour vous, ben, on reprendra la question. C'est pas grave, mais elle est tout à fait fondamentale. Et pourquoi il parle de chaîne de valeur plutôt que de chaîne de production? Alors, chaîne de valeur, parce que, évidemment, celui qui s'arroge la valeur, le maximum de valeur, c'est pas celui qui produit. C'est celui qui a le nom, qui a la licence de production. C'est-à-dire qui a le droit de mettre sur le marché le produit. Vous comprenez la différence? Je prends un exemple que tout le monde connaît. Quand vous achetez un iPhone, ça c'est pas un iPhone, peu importe. 400 balles l'iPhone. Il est produit où? Il est produit à Taïwan, ou il est produit à Shenzhen, en Chine du Sud. Vous savez quel est le coût de production d'un iPhone? 40 ou 50 euros. Pardon? 3 euros. 3-4 euros. En Chine, c'est 5 euros à peu près, Ah, d'accord. tout compris. Vous ajoutez 1 euro pour le voyage et l'emballage, et ensuite vous ajoutez peut-être 10 euros pour la recherche, la mise au point des logiciels, etc., etc. Donc, si vous voulez, vous partez avec une chaîne de valeur qui, au total, représente, allez, je suis généreux, 20 euros. Mais c'est vendu 400 euros. Et qu'est-ce qui est vendu? Ça, c'est la marque, c'est par exemple Huawei ou... Alors, peu importe, Ouais. on ne va pas rentrer là-dedans. Ouais. Mais quand vous voyez le salaire du travailleur chinois, le salaire du travailleur chinois, vous savez, c'est même pas 100 euros par mois. Avec des semaines de travail de 70 heures minimum. Et quand il y a des coups de bourse, c'est 85 heures. Donc, vous comprenez ce que c'est que la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, ça n'a rien à voir avec... c'est le fait du propriétaire, en fait. C'est la rente aussi. C'est l'expression de la rente que le propriétaire de la licence d'exploitation peut imposer à tout le monde, c'est-à-dire aux producteurs et aux consommateurs. C'est l'éternel problème des agriculteurs qui sont payés pour la production des clopinettes, et leurs clopinettes, elles valent 4 fois, 5 fois le prix de vente aux grossistes arrivés sur l'étal des détaillants ou des grandes surfaces. Voilà, ça c'est la chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur est interrompue, mais quand on dit, là, on parle, vous voyez la terminologie économique, elle est très idéologique, Bah oui. mais très idéologique. C'est très significatif. Bah oui, la chaîne de valeur. parce que ce qui intéresse le capitaliste, c'est le pognon qu'il va ramasser, puis c'est tout. C'est pas... alors, l'autre jour, on a été voir, parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait acheter un vélo. Bon, alors on a été voir les vélos. On lui dit, ah ben il n'y a plus de vélos maintenant, parce que vous comprenez, tous les cadres, ils viennent de Chine. Alors maintenant, les Chinois, les usines sont fermées, il n'y a plus de vélos. Bon, d'accord. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, en fait, Decathlon ne peut plus vendre autant de vélos qu'il souhaiterait, Carrefour ne peut plus vendre autant de vélos qu'il souhaiterait. C'est ça l'interruption de la chaîne de valeur. Parce que quand Carrefour vend un vélo 200 euros, le coût de production de ce vélo, c'est même pas 50 euros, c'est 40 euros. Tout compris. L'accumulation des morts elle-même entrave la production. C'est-à-dire que, en fait, la crise, c'est pas l'arrêt de la production qui provoque la crise, c'est l'absence de thérapie générale, de prophylaxie contre la pandémie qui va entraîner, si vous voulez, le blocage de l'économie. Parce que le nombre de gens qui sont atteints, le nombre de gens qui vont être hospitalisés, le nombre de gens qui ne vont pas s'en remettre et le nombre de gens qui vont mourir vont faire que l'économie va s'effondrer. Et c'est à partir de ce moment-là seulement que Johnson ou que Trump vont commencer à se poser la question comment
Alors il y en a qui prient, il y en a qui disent Tu envoies des tweets. il y en a qui envoient des tweets, etc. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ça. Donc, on en revient un peu au problème de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on voit que ce qui est important, voilà, ce qui est important, c'est le business et qu'on n'en a rien à foutre que les gens crèvent. Sauf que s'ils crèvent trop, là, on perd tout. C'est-à-dire, on perd le beurre et l'argent du beurre. Bon. Donc, les GAFA, ça marche bien. Vous avez vu que ça marchait même très bien. Que Amazon a fait un tabac. Donc, à partir de ce moment-là, eux, ils considèrent qu'il faut continuer. Alors, il faut continuer, sauf que le problème devient un problème purement social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le problème devient social, le profil, disons que l'échéance électorale qui va arriver d'ici moins d'une année, eh bien, risque d'hypothéquer la réélection de ceux qui sont au pouvoir. Et donc là, il faut mettre le bémol. Mais en fait, dès le mois de décembre, les services américains savaient très bien ce qui se passait en Chine, savaient très bien qu'il y avait une possibilité de pandémie, y compris qui arriverait aux États-Unis, parce qu'ils savaient très bien que Wuhan, c'est une plateforme, si vous voulez, internationale, comme je l'ai expliqué, que cette plateforme internationale a touché les États-Unis comme les autres pays. Donc, le virus arriverait aux États-Unis, mais ils en avaient rien à foutre parce qu'ils disaient, de toute façon, nous, on est tellement forts que, voilà. Et que, effectivement, si vous regardez la bourse de Wall Street, elle monte jusqu'au milieu de février, puis d'un coup, les gens sont dépassés par les événements, à partir du moment où à New York, il y a plus de 1000 morts par jour. À New York, plus de 1000 morts par jour. Alors là, la bourse s'effondre. Alors à partir de là, eh bien, c'est une autre politique, c'est une politique qui est définie. C'est une leçon. Hein. Voilà. Alors, deuxièmement, pourquoi l'économie va avoir de la difficulté à repartir? À cause de la dette souveraine. Alors qu'est-ce que ça veut dire la dette souveraine? Et particulièrement dans les pays sous-développés. Chacun sait que les pays en développement, qu'on appelle en développement ou sous-développés, je ne parle pas des pays émergents. Hein. Les pays émergents, c'est les 4. Hein. D'accord? Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, Philippines, Afrique du Sud. Merci Pierrot, c'est ce que je cherchais. Bon, ça, c'est les 4 pays émergents. Les autres, c'est soit des pays capitalistes développés, soit, y compris la Grèce, oui, ou la Turquie, la Turquie faisant partie de l'OCDE, ou bien ce sont des pays qui, à mon avis, sont peut-être en voie de développement, mais moi je pense qu'ils sont plutôt en voie de sous-développement. Bon. Question d'analyse, encore une fois. Donc, tous ces pays qui sont soit émergents, soit sous-développés, vont avoir des crises de financement. C'est pas tant au Brésil, c'est pas tant en Inde, c'est pas tant en Afrique du Sud. En Chine, c'est un autre problème, parce que la Chine, elle toute seule, c'est 1,4 milliard et c'est, à l'heure actuelle, plus de 25% du PIB mondial. Donc, les problèmes, c'est à une autre échelle. Mais disons que pour les pays capitalistes, comme la France par exemple, c'est extrêmement important parce que le capitalisme français se nourrit de ses relations avec les pays africains, par exemple. La France-Afrique, c'est très important. Vous n'avez qu'à voir les grandes fortunes françaises, elles ont toutes des intérêts extrêmement puissants en Afrique, par exemple, en Amérique latine aussi, en Asie, et qu'il est évident que si ces pays-là, compte tenu de l'absence de structures sociales, si vous voulez, prophylactiques en cas d'épidémie, la peur
de ce qui se passe du point de vue des populations, des rapports sociaux, des rapports politiques et tout ça, l'instabilité politique, fait que tous ces gens retirent leurs capitaux. Il est évident qu'aujourd'hui, les grandes entreprises françaises qui font du BTP et qui ont des chantiers immenses au Proche-Orient, par exemple, aujourd'hui, ils mettent tous la pédale douce parce qu'ils ne savent pas comment ça va basculer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de transport aérien. Donc s'il n'y a plus de transport aérien, les gens ne vont plus pouvoir aller à Dubaï et au bord de la mer Rouge, etc. Donc la rentabilité des investissements qui sont en train de se constituer là-bas, elle est très hypothétique. Donc on retire les capitaux. On retire les capitaux. On avait promis des prêts à certains gouvernements, ben ces prêts, on va les différer, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, vous avez une contraction. Hein, une contraction qui est très sévère à l'heure actuelle, qui aggrave du reste la crise des pays sous-développés, essentiellement. Alors, le problème se démultiplie avec la baisse du prix du pétrole, parce que la rente pétrolière, aujourd'hui, eh ben, elle est beaucoup moins forte que ce qu'elle a été. Prenez le cas de l'Algérie, par exemple. La question de l'Algérie est de savoir avec quoi l'Algérie va payer ses importations alimentaires. Alimentaires. C'est-à-dire que le gaz algérien, aujourd'hui, il a pris un coup dans l'aile de l'ordre de 25 à 30%. Et tous les contrats qui sont signés aujourd'hui sur le gaz algérien, eh ben, le prix des contrats il est en baisse. Donc ça veut dire que les rentrées, la rentrée de la rente, même si la classe dominante en Algérie baisse le niveau de son prélèvement de la rente, eh ben, il faut quand même qu'il y ait du fric pour pouvoir équilibrer la balance commerciale. Eh bien, on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Donc, et l'Algérie, ce n'est pas le cas le plus défavorable, parce que l'Algérie, elle a encore du gaz et du pétrole, surtout du gaz. Mais songez à tous les pays d'Afrique noire, hein, subsaharienne, qui n'ont pas ce pétrole. Songez par exemple au cas du Nigeria. Le Nigeria, il a du pétrole, mais il n'y a personne pour l'exploiter. Et aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement critique. Alors, l'Afrique du Sud, par exemple, aussi, on est au bord de l'explosion sociale en Afrique du Sud. Hein. C'est d'après ce que disent les journalistes à l'heure actuelle. Donc, voilà ce qui va, si vous voulez, constituer des obstacles à une reprise économique, donc reprise intérieure, reprise extérieure, hein, parce que l'extérieur, c'est important. Et alors, il y a encore un autre problème, c'est l'endettement des entreprises. C'est-à-dire que sur les 15 dernières années, l'endettement des entreprises a énormément augmenté. Alors pourquoi l'endettement des entreprises a augmenté? Eh bien parce que les taux d'intérêt ont baissé. Alors, je vous expliquerai la prochaine fois pourquoi les taux d'intérêt ont baissé, particulièrement à partir de 2008. Vous savez qu'en 2008, on a eu une grosse crise financière. Cette crise financière a entraîné la faillite de nombreuses banques et des banques extrêmement importantes. Des banques, on disait en anglais, too big to fail, c'est-à-dire trop grosses pour être défaillantes. Quand une banque est défaillante, ça s'appelle une banqueroute. Et alors donc, si vous voulez, toutes ces banques qui ont fait faillite ont nécessité la mise sur le marché de quantités astronomiques de monnaie. C'est l'ordre de, si vous voulez, 2 fois ou 3 fois le produit intérieur brut français annuel. C'est-à-dire de l'argent qui sort de nulle part, qui sort des jeux d'écriture et qui sont déversés sur le marché. Cet argent qui est déversé sur le marché va aller essentiellement dans la sphère spéculative, c'est-à-dire en bourse, sur des marchés secondaires, sur des marchés de capitaux secondaires, des marchés spéculatifs,
etc., etc. Des gens qui rachètent des dettes, des gens qui rachètent des options sur machin, etc. Du tout le trafic possible, imaginable. C'est absolument incroyable. Bref, qui fait que les entreprises, les banques se sont retrouvées à un moment avec des capitaux en excédent. Ces capitaux en excédent font qu'elles se sont bagarrées la concurrence pour pouvoir prêter à des gens. Parce que des capitaux qui ne sont pas prêtés, c'est des capitaux qui ne rapportent pas. Donc, on trouve des entreprises, mais ces entreprises, on est obligé de leur consentir des taux d'intérêt très faibles. Mais on accroît leur endettement. On accroît leur endettement. Et l'endettement des entreprises françaises, ben, il a quasiment doublé. Bon, pas tout à fait, peut-être. Mais, enfin, bon, sous réserve de contrôle, dans les 10 dernières années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour repartir, les entreprises, elles ne peuvent plus compter sur un nouvel endettement auprès des banques parce qu'elles sont bloquées là. Elles sont bloquées, c'est-à-dire que leur chiffre d'affaires étant ce qu'il est, on va pouvoir rembourser les échéances d'emprunts qui ont été souscrits auparavant, peut-être, si tout va bien. On va faire des reports d'emprunts pour d'autres, mais si on veut accroître la productivité, si on veut accroître ou diminuer, si vous préférez, le prix de production de la production, il faut pouvoir investir sur de nouveaux modes de production. Modes, par exemple, beaucoup plus informatisés, ou beaucoup plus structurés, ou beaucoup plus machin, etc. Des nouvelles machines-outils, Pardon? Des nouvelles machines-outils. Voilà. Ça, c'est au niveau de la production. Mais bon, on ne produit pas beaucoup en France. On est plutôt dans la gestion. Mais si vous voulez aborder un nouveau marché, il faut investir. Il faut investir en publicité, il faut investir en réseau, il faut investir, etc., etc. Et puis il faut conditionner des produits, il faut spécifier les produits. Vous voyez bien, par exemple, chaque fois qu'on lance une voiture automobile, on lance une voiture automobile pour une clientèle donnée. C'est-à-dire qu'on définit un segment de clientèle, et à ce segment de clientèle, on va faire correspondre un modèle. Mais pour faire cette étude-là, et pour faire, il faut des dizaines, des centaines de millions. D'accord? Donc il faut investir. Mais pour investir, il faut avoir la liberté d'investir. Et là, ben, ils ne l'ont plus, c'est clair. Renault, par exemple, c'est exactement le problème. Renault, plan d'économie 2 milliards, plan d'aide de l'État de 4 milliards et 4 000 licenciements. 15 000 au niveau international. Et combien de dividendes versés? Combien de dividendes? Ah oui, M. Gauze, Monsieur Gauze, il est margé à 12 millions par an. Bon. Comme un footeur. Hein? Comme un footeur. Ouais. Qui sert à rien. Bon, mais il n'y a pas de ça. Donc, vous voyez, c'est ça la contradiction. Donc, endettement des entreprises. Alors, l'endettement des entreprises, c'est 110% que le produit intérieur brut. C'est-à-dire que la dette des entreprises est plus importante que la production au niveau d'Europe, hein, au niveau de la zone euro. Dans la zone euro, il n'y a pas l'Angleterre, il n'y a pas la Suède, etc., etc. Bon, mais peu importe. Hein. Alors, donc, il reste quoi? Il reste l'endettement public, c'est-à-dire qu'il faut que l'État puisse abonder, pour aider, abonder aux dépenses, si vous voulez, nationales, pour pouvoir créer des espaces de marché pour la production. Vous comprenez, vous me suivez, hein? On a vu l'extérieur, on a vu les entreprises, on a vu... Maintenant, on voit l'État. On a vu les consommateurs aussi, hein? Et maintenant, on voit l'État. Donc l'État, qu'est-ce que l'État peut faire? Eh bien l'État, quand vous voyez toutes les déclarations de l'État, c'est retour à l'austérité. Alors donc nous avons vu les différents acteurs finalement de l'économie nationale. Hein. On a commencé par les ménages, ensuite on est passé à l'extérieur, ensuite on est passé aux entreprises, et ensuite on passe à l'État. C'est-à-dire que tous ces agents économiques pourvoient à la constitution du marché global, hein, sur l'ère, qu'elle soit nationale ou européenne, peu importe.
sur le plan de l'endettement de l'État, vous avez vu qu'il y a un deal de 1000 milliards d'euros qui a été institué par la direction de l'Union européenne. Principalement avec l'accord, évidemment, de l'Allemagne et de la France. Sauf que ce qu'on sait moins, c'est que ce programme d'achat d'urgence, ce mécanisme européen de stabilité, comme ils le disent, il est assorti de conditions. Et les conditions qui sont mises à son utilisation, c'est la restriction de la dépense publique. C'est-à-dire que restriction sur les salaires, restriction sur les dépenses des services publics, c'est-à-dire c'est uniquement pour relancer le marché. Mais on ne peut pas relancer le marché, sans avoir, par exemple, sans qu'il y ait rien pour les hôpitaux, sans qu'il y ait rien pour l'éducation, sans qu'il y ait rien pour la politique générale de santé, etc. Et c'est là que ça va passer. C'est là que ça va passer. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se faire d'illusions sur ces 1000 milliards d'euros, parce que ça ne va pas permettre de régler le problème. Il y a tout un débat là, à l'heure actuelle sur l'émission d'une dette publique par l'Europe elle-même. C'est-à-dire que, en fait, voilà, le mécanisme qui est prévu, c'est que les États souscrivent à des emprunts auprès de l'Europe. Donc, c'est-à-dire que l'État français va souscrire un montant de dette vis-à-vis de l'Europe. L'État français va rembourser à l'Europe cet argent, assorti d'intérêts, évidemment. Et ce que disaient les gens, mais la France peut le faire avec une politique d'austérité à la clé, mais l'Italie, l'Espagne, le Portugal ne peuvent pas le faire. La Grèce encore moins. Parce que la Grèce, ils sont jusque-là. Donc, il y a un problème. Mais il y a un problème. Et donc, politiquement, on ne sait pas comment ça va se résoudre pour l'instant. Donc, pour pouvoir mettre tout le monde sur pied d'égalité, et pour que recréer un rudiment de marché européen, si vous voulez, qui redémarrerait, il faudrait que la Commission européenne alloue des crédits à chacun des États proportionnellement à leurs besoins de financement pour pouvoir faire redémarrer leur propre économie sur la base d'emprunts à très long terme, c'est-à-dire sur 50 ou 100 ans. C'est-à-dire que, en fait, c'est des prêts à ne jamais rembourser. On est d'accord. Un peu ce qui a été fait, si vous voulez, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La Grande-Bretagne, ils ont effacé. Ce qui a été fait en Grande-Bretagne, par exemple, où ça a été bouffé par l'inflation, ou en Allemagne, où ça n'a pas été payé non plus, mais ça n'a pas été bouffé davantage par l'inflation, mais ça n'a pas été remboursé. Bon. Eh bien, c'est à peu près, si vous voulez, le dilemme auquel on est confronté. Alors, les Italiens, évidemment, ce sont eux qui sont les plus intéressés à cette solution, parce que sinon, ils vont être complètement étranglés. Alors, il y a une autre solution possible, c'est l'échange de bons du Trésor contre des titres à bas taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on fait un deal entre la Banque de France, le bon du Trésor public, et la Banque de France. C'est-à-dire on crée des bons du Trésor, mais des bons du Trésor à 0% d'intérêt, ou à 0,25% d'intérêt, puisque les taux d'intérêt sont négatifs aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de... Et on fait ces bons du Trésor
sur 40 ans ou 50 ans. Donc on reporte l'échéance de remboursement indéfiniment. Non pas à la génération d'après, mais 2 générations après. À peu près. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis, du reste, hein, entre le Trésor américain et puis la banque centrale. Et donc voilà, c'est les questions qui sont en discussion. Alors, il y a une troisième solution, une troisième hypothèse, c'est pourquoi n'annulerait-on pas toute la dette qui est due à la Banque Centrale Européenne? Parce que la dette de la Banque Centrale, la dette due à la Banque Centrale Européenne, elle va enrichir qui? C'est des jeux d'écriture. Hein. Il y a des gens qui disaient, oui, mais on ne peut pas faire ça comme ça. On va assortir cette annulation de la dette à la Banque Centrale Européenne contre l'investissement dans des activités décarbonées. Ah oui, des activités décarbonées. Alors, bon, je ne sais pas qui c'est qui a trouvé ça, mais c'est encore un verre. Bon, voilà. Alors, la seule question qui se poserait, c'est pour régler cette question du financement, c'est l'annulation des contre-réformes fiscales. C'est-à-dire que vous savez que depuis un certain nombre d'années, on a eu des exemptions de l'imposition d'une partie du capital, des impôts exemption des investissements, des activités recherche, exemption sur la possession sur les dividendes. Toutes les mesures qui ont été prises, la suppression de l'ISF, en fait partie évidemment, toutes les mesures fiscales exonérant donc les grandes entreprises et les hauts revenus. Alors il est évident qu'à partir de là, eh bien, on pourrait récupérer à peu près 250 milliards par an. Si on voulait vraiment taxer, par exemple, tous les détenteurs de yachts, tous les détenteurs de châteaux, etc., ou d'avions, si on voulait vraiment les taxer comme il faudrait les taxer, bon, ben, ce serait des taxes à 30%, hein, minimum. Bon, alors il n'y aurait plus que les super riches qui pourraient se payer ça, mais effectivement, c'est une réorientation de la fiscalité. Alors, par exemple, le crédit d'impôt, quand vous touchez des dividendes, d'actions, ça constitue des crédits d'impôt. Alors vous avez des types qui ont 1 million, 2 millions, 3 millions de crédits d'impôt par an, qui annulent complètement leur contribution fiscale sur le revenu. Bon, et ainsi de suite. Vous savez, ça fait de l'argent. Alors, il y a... Ça, c'est cette contre-réforme, ces contre-réformes fiscales, elles sont venues des années 80. Hein. C'est le thatcherisme bon, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'ère néolibérale, quoi. Mais elles ont un effet sur les dépenses publiques qui est tout à fait considérable. Sur la question des hôpitaux, toujours la même chose, les hôpitaux, l'école, la santé publique, le sport, la culture, tous les biens communs. Quoi. Tous les biens communs sont mis à l'encan pour permettre la reproduction du capital. Donc voilà les enjeux de cette crise. Alors, je ne vais pas continuer indéfiniment comme ça, simplement pour dire que ben, la bataille sur l'issue de la crise, elle ne fait que commencer. Husson dit un florilège de déclarations à propos de la crise. Le ministre français de l'économie, donc Le Maire, il dit il faudra faire des efforts pour réduire la dette, il faudra travailler plus que nous ne l'avons fait avant, c'est ce secrétaire d'État qui dit ça. Le traitement des dettes héritées de la crise supposera nécessairement un effort budgétaire rigoureux avec des dépenses publiques enfin plus sélectives. C'est le gouverneur de la Banque de France qui cause. Hein.
il faudra bien se poser la question tôt ou tard du temps de travail, des jours fériés et des congés payés. Eh ben voyons. Pour accompagner la reprise et faciliter en travaillant un peu plus la création de croissance supplémentaire. Ces déclarations, si vous voulez, sont intéressantes. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas qu'elles nous dévoilent l'opinion de ces gens-là, mais elles nous dévoilent la profondeur de la crise. C'est-à-dire qu'en fait, les conditions qu'ils mettent à la sortie de la crise sont absolument irréalistes parce qu'elles ne correspondent absolument pas au rapport de force sociale qu'il faudrait mettre en branle pour arriver à ces objectifs. Voilà, donc si vous voulez, on a fait un peu le tour de la question des conditions dans lesquelles cette crise, eh ben, elle est faite pour durer, ça c'est certain, elle est faite pour être grave, et que l'issue de cette crise, c'est vraiment l'enjeu de la lutte des classes. Ça veut dénouer sur un rapport de force politique. Et est-ce que, alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que dans ce rapport de force politique, on se prépare? Est-ce qu'on se prépare? C'est-à-dire au niveau des appareils politiques, dirigeants, on dira en général le salariat ou la gauche, etc. Est-ce qu'on se prépare à cet affrontement? Ben moi j'ai écouté les déclarations des responsables syndicaux de Renault qui disent à propos des mesures dont je vous ai exposé brièvement, oh ben c'est pas juste. Même la CGT en général. Ouais, et même la CGT, elle dit c'est pas juste, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut pas supprimer d'emplois en France. Mais l'enjeu c'est beaucoup plus que ça. Vous comprenez? Voilà. Donc je vous ai fait un peu, je vous ai donné un peu une idée des enjeux économiques qui sont devant nous, quoi.